Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Du coup, moi, c'est Carl Posso, je suis médecin santé publique. J'assure la coordination médicale des centres de santé de la Croix-Rouge en Guyane. Quelle est la situation sanitaire de ces personnes qui se trouvent ici sur la place des Amandiers? Alors, nous, la situation sanitaire, je ne saurais en parler globalement, mais nous, on est là dans le cadre des missions du Centre de lutte anti-tuberculeux. Donc, nous, on a, dans le cadre des missions du CLAD, quand il y a des cas de tuberculose maladie, on reçoit les signalements et on fait ce qu'on appelle les enquêtes autour des cas. Donc, dernièrement, on a reçu donc, des signalements de cas et on s'est rendu compte que les deux parmi les cas de tuberculose signalés dernièrement résidaient à la place des Amandiers. Donc, ce sont donc des personnes primo-arrivantes qui squattaient ici. Donc, suite à cette information, on a décidé, du coup, dans le cadre des missions du CLAD, d'organiser un gros dépistage de la tuberculose maladie et des infections tuberculeuses latentes chez les enfants de moins de 15 ans sur ce site. Donc c'est pour ça qu'on est là. Le dépistage consiste en un entretien médical, donc avec un binôme de médecins infirmiers. Et à la suite de l'entretien médical où on évalue si les personnes ont des symptômes évocateurs de tuberculose ou non. Et ensuite, on fait faire à toutes ces personnes-là une radiographie des poumons dans un centre d'imagerie. Et pour les enfants de moins de 15 ans, on essaie de leur prélever des tests de quantiférons à la recherche des infections tuberculeuses latentes. Donc ça, c'est à peu près notre mission. Et pour les personnes dont, à l'issue de la radio et en fonction des symptômes, si ce sont des cas suspects de tuberculose maladie, nous réussissons donc à leur caler des plages de rendez-vous de scanner à l'hôpital de Cayenne pour qu'ils puissent bénéficier d'un certain nombre d'examens pour confirmer ou non si c'est des cas de tuberculose ou pas. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place depuis mercredi dernier. Et aujourd'hui, on en est encore là. On est à peu près à près de 500 personnes qu'on a déjà vues en consultation médicale. Jusqu'à hier, on était à 370 radios à peu près. Et aujourd'hui, on espère peut-être voir à peu près 150 à 200 personnes qui vont également bénéficier de la radiographie des poumons. Et on interprète, on analyse et puis on fait le point au fur et à mesure. Il y a plusieurs étapes dans la recherche du virus plutôt. Dans le cadre de la tuberculose, il y a deux situations possibles. Alors, la tuberculose, c'est une maladie infectieuse à transmission aérienne essentiellement, donc avec une bactérie qui est responsable de ça, le bacille de Koch. Alors, une fois qu'une personne est porteuse de tuberculose maladie, il faut distinguer deux cas. Donc, est-ce que c'est une tuberculose pulmonaire? Donc, c'est dans sa forme respiratoire qu'elle est beaucoup plus contagieuse. Et même dans sa forme respiratoire, tout le monde n'est pas contagieux. C'est surtout ceux qui sont symptomatiques qui vont être contagieux. Et du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir s'il y a des personnes qui sont symptomatiques et qui vont avoir des symptômes évocateurs de tuberculose maladie ou pas. Quand ils ont des symptômes qui sont évocateurs, en ce moment-là, on a des raisons de s'inquiéter parce que potentiellement, ils peuvent transmettre la maladie. Et c'est pour ça que on fait ce premier travail de tri là et dans tous les cas, qu'ils soient symptomatiques ou non, ils vont tous bénéficier de la radiographie. Et en fonction de l'urétat de la radio, des symptômes que les personnes évoquent, on voit s'il y a un intérêt à confirmer le diagnostic par un scanner ou pas, ou s'il faut faire des bilans bactériaux ou pas. Donc c'est un peu la procédure qu'on a en ce moment. L'idée à terme, c'est de dépister tous les migrants qui se trouvent sur la place des Amandiers? L'idée, c'est de dépister tous ceux qui se trouvent sur la place des Amandiers. En tout cas, on dépistera le maximum de personnes que possible. Mais là, on est quasi à saturation. Là. Mais je pense qu'on a dépisté quasi presque tout le monde déjà. Le gros travail à faire, c'est de faire les radios l'après-midi à partir de midi. Alors, cela représente combien de personnes à peu près que vous avez identifiées qui devront être dépistées? Alors, identifié, au début, on était parti sur 450 personnes potentiellement sur le site. Là, je pense qu'on est à plus de 550 personnes déjà qu'on a déjà vues. Voilà, ça c'est ce que je peux dire à l'heure d'aujourd'hui. C'est à la fin du dépistage, en fin de journée, qu'on dira exactement combien de personnes on a vues. Mais nous, idéalement, on voit le maximum de personnes possible. Et qu'en est-il des deux cas qui ont été avérés à ce jour? Les cas, ils sont hospitalisés, ils sont en cours de traitement. Donc, ils sont hospitalisés à l'hôpital de Cayenne et ils ont une prise en charge médicale
complète dans le cadre de leur tuberculose maladie. Leur état n'est pas en danger? Non, la tuberculose, une fois que c'est dépisté, les personnes sont mises sous traitement et ont guéri. Donc en général, ça dépend, mais en moyenne, c'est 6 mois de traitement et pour certaines personnes, ça peut durer un peu plus longtemps que possible. Mais globalement, la tuberculose, on te dépiste, on te traite et tu es guéri. C'est pour ça qu'on renforce le dépistage, histoire de voir les personnes beaucoup plus tôt. Parce que si une personne est porteuse de tuberculose maladie et n'est pas traitée, voilà, ça peut tuer. Donc c'est pour ça qu'on dépiste les personnes tôt, on les met sous traitement assez tôt et ça permet de couper la chaîne de transmission et ça permet aussi de prendre en charge ces personnes-là. Donc la prise en charge, vous nous rassurez, elle se fait plutôt bien? La prise en charge, elle se fait plutôt bien, on n'a pas à s'inquiéter. Une fois que les personnes, au bout de quelques semaines de traitement, elles deviennent non contagieuses et elles sortent d'hospitalisation et continuent leur traitement en ambulatoire. Pour les 2 cas qu'on a identifiés, nous on a déjà fait l'enquête autour des cas. Donc la famille, le premier cercle, c'est surtout le premier cercle le plus à risque. On les a déjà dépistés au CLAT et d'autres qu'on a vus ici sur le site, on a dépisté. Et depuis qu'on fait notre dépistage depuis mercredi, effectivement, il y a quelques cas suspects qu'on voit, mais qui sont souvent autour donc, de ces 2 cas qu'on a eu précédemment. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est bien de les dépister, de les repérer assez tôt et de pouvoir les prendre en charge. Alors on s'est baladé dans le camp, on a vu la situation des migrants. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui pourraient émerger de cette situation dramatique de laquelle vivent ces gens? Pathologie qui pourrait émerger, je ne vais pas créer de la polémique. Tout ce que je peux dire pour ces personnes-là, comme vous avez pu bien le voir, alors globalement on retrouve tout ce qui est pathologie de la grosse précarité, on le retrouve chez ces personnes-là. Vous avez vu, les enfants, on a pas mal de dermatoses cutanées, on a pas mal d'enfants qui sont dénutris, déshydratés, on a pas mal d'enfants ou d'adultes qui n'ont pas d'hygiène bucco-dentaire, puisque les personnes, vous avez vu sur le site, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. Elles occupaient des douches collectives municipales, mais elles sont fermées pour ces personnes-là. On a eu dernièrement quelques cas de gale sur le site. Et effectivement, à voir les conditions de vie des personnes, à voir comment les gens vivent sur le site, effectivement, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter. Je pense qu'il pourrait effectivement, si les choses évoluent comme ça, on peut avoir des surprises sur d'autres épidémies. Voilà, je ne vais pas alerter, je vais pas dire quelque chose qui va aller dans tous les sens, mais je pense qu'au regard de la situation sanitaire de ces personnes-là, on a de quoi s'inquiéter plus d'autres choses pour ces personnes-là que même la tuberculose. Voilà, je pense qu'il faut réfléchir à une prise en charge globale de ces personnes-là, voir dans quelle mesure on met en place un parcours de soins assez adapté pour repérer et prendre en charge les personnes, parce que vous voyez bien, les conditions de vie, c'est déplorable, c'est suffisamment déplorable. Est-ce que vous avez vocation à communiquer, à faire un état des lieux aux autorités? Absolument. Nous sommes mandatés donc par l'Agence régionale de la santé de Guyane, qu'on félicite au passage, qui nous ont mobilisés, qui nous ont donné les moyens de faire une si grosse enquête en peu de temps. Pouvoir faire des radiographies en peu de temps, ce n'est pas évident. Ça a été grâce au soutien de l'ARS qui s'est mobilisé, qui a pu nous trouver des places d'imagerie en urgence, et ce qui permet donc d'absorber cette quantité de radio qu'on essaie de faire à ces personnes-là. On félicite aussi au passage nos confrères de l'hôpital de Cayenne qui nous donnent un coup de main, qui nous ont réussi à avoir quelques places de scanner en urgence. Donc là, on est sur 10 places jusqu'à aujourd'hui et ça va peut-être évoluer. Donc ça permet de voir s'il y a vraiment des cas très suspects, donc de pouvoir aller leur faire un scanner pulmonaire pour être sûr qu'on n'est pas sur de la tuberculose. Et si on est sur de la tuberculose, de pouvoir les hospitaliser, de les prendre en charge. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des professionnels que l'on voit ici qui accueillent ces migrants? Parlez-nous de leur profil. Et est-ce que ce sont des bénévoles ou ce sont des professionnels de santé qui vous ont rejoint ici? Alors, sur ce site, vous avez deux types de catégories de personnes. Donc, vous avez les professionnels de santé, donc de nos centres de santé qu'on a mobilisés et qui travaillent sur le site. Pour la plupart, ce sont des salariés de la Croix-Rouge. Donc là, sur le site, on a à peu près 5 médecins
En plus de moi, ça fait 6. On a 5 ou 6 infirmières qui sont sur site. Il y a même notre sage-femme qui est venue donner un coup de main avec les équipes médicales. On a nos secrétaires qui sont là, donc il y en a 3 sur site. On a notre médiateur qui est sur site. Voilà, du coup, on a mobilisé une grosse partie de notre équipe de prévention et qu'on a mobilisé sur site. Ça permet donc de faire les entretiens médicaux et de fluidifier le parcours du patient. Et ensuite, on a le soutien donc, de toute la partie bénévole de la Croix-Rouge qui nous aide aussi dans tout ce qui est accueil, orientation. Vous voyez la quantité, la densité de population qu'il y a sur site pour pouvoir organiser le parcours, expliquer, faire comprendre aux gens, les faire patienter. Donc, il y a toute la section bénévole qui nous accompagne et on les remercie au passage pour ce soutien-là. Ils ont été mobilisés par la direction territoriale de la Croix-Rouge en Guyane et par la délégation de la Croix-Rouge en Guyane. Et donc on félicite au passage toutes ces personnes qui nous accompagnent et qui nous soutiennent dans cette démarche. Et comment ça se passe pour communiquer avec les migrants? Est-ce que ça suppose de maîtriser plusieurs langues? Alors ça suppose de maîtriser plusieurs langues et c'est très dur. Pour la plupart, ils sont allophones, donc c'est des personnes qui vont parler le persan et d'autres qui vont parler de l'arabe. Après, on a quelques personnes qui parlent l'espagnol parce qu'ils viennent du Venezuela ou ils viennent du Cuba. Voilà, il n'y a pas que les Afghans ou les Syriens sur le site. Donc, après, nous, toute la complexité, c'est qu'on a les questionnaires qui sont traduits parce que pour la plupart des personnes, elles savent lire. Ici, on retrouve sur le site des gens qui, dans leur pays, étaient de hauts cadres. On a des gens qui ont travaillé pour les Nations Unies, des gens qui travaillaient pour des ambassades, des gens qui étaient cadres. Voilà, on s'est sur un profil de personnes quand même qui, dans leur pays d'origine, avaient un certain niveau de vie. Et d'ailleurs, pour pouvoir s'engager dans le parcours migratoire, est-ce que ça coûte pour les personnes de s'engager dans le parcours migratoire? Il faut avoir les moyens. Donc en général, c'est ceux qui avaient suffisamment de moyens et qui s'engagent dans le parcours parce qu'il faut faire, en général, c'est Afghanistan, Iran, Maroc, Brésil, Guyane, ou alors c'est Syrie, voilà, c'est assez long et en famille, donc il faut avoir les moyens de faire tout ça et de pouvoir arriver. Donc c'est difficile la communication, mais nous on a un super outil qui est Google Traduction où vous avez toutes les langues et donc ça permet d'avoir des conversations orales ou écrites avec les personnes, juste en disant ce que tu as dit, le logiciel te le traduit et ainsi la personne aussi fait la même chose en retour. Donc avec eux c'est super pratique Google Traduction, c'est comme ça on arrive à facilement communiquer avec eux ici ou au CPS parce que c'est un public que nous on connaît. Alors beaucoup ne les connaissent pas, mais nous on les connaît parce que c'est des personnes que nous accueillons tous les jours dans les centres de prévention de la Croix-Rouge en Guyane. Et nous on leur propose non seulement du rattrapage vaccinal pour tout ce qui est vaccination, on a fait du dépistage des IST et on fait aussi du dépistage systématique de la tuberculose chez les primo-arrivants par la radiographie des poumons. Ça c'est des parcours qu'on a déjà dans nos centres de prévention qui ne sont pas connus de tous, mais ça existait déjà. Et donc voilà. Combien de temps estimez-vous que la Croix-Rouge va devoir rester ici, sur la place des Amandiers? Alors, combien de temps? J'en sais absolument rien. Je sais qu'aujourd'hui, on a fait 3 jours. Donc, l'idée de départ, c'était de faire 3 jours sur site. Et donc, à la fin de la journée d'aujourd'hui, on va finir nos interventions sur site. Toute notre équipe est encore mobilisée pour le week-end parce que les radiographies, il faut les interpréter. Il faut pouvoir dire qui est malade, qui n'est pas malade. Il faut pouvoir reprendre contact avec les personnes pour leur expliquer ce qu'on a vu et leur proposer des parcours complémentaires. Donc tout le week-end et toute la semaine prochaine, on va devoir être mobilisés sur ça. Est-ce qu'il faut qu'on revienne encore sur site? Ça, je n'en sais absolument rien. Il faut qu'on fasse un point avec notre direction, faire un point avec les équipes pour voir ce qu'on est capable de faire. On est ici presque tous les jours de 7h à 11h. Et quand on n'est pas là, on est dans notre centre en train de traiter les dossiers, en train de revoir, et c'est les mêmes équipes globalement. C'est vrai qu'il y a une partie ici, une partie qui reste et qui fait un peu de travail parallèle à ce qu'on fait. Mais voilà, humainement et physiquement, mentalement, c'est assez dur, c'est assez éprouvant de pouvoir consulter plus de 500 personnes en 3 jours. Et du coup, je ne sais pas combien de temps on va continuer, mais on fera ce qu'on peut dans la limite des moyens que nous avons à disposition. Et comment les gens ont-ils répondu à vos sollicitations? Parlez-nous de leur comportement. Est-ce qu'ils sont plutôt calmes, plutôt coopératifs?
Alors, comme vous le voyez, globalement, les personnes sont demandeurs de soins. Elles sont souvent spontanées, elles vont venir vers vous, tout le monde veut passer à la fois, tout le monde, parce qu'elles-mêmes, elles se préoccupent pour leur propre santé. Il y a beaucoup parmi eux qui toussent, mais ils toussent parce qu'ils sont peut-être à la rue. On voit c'est des personnes qui sont à la rue, on voit les conditions dans lesquelles ils sont hébergés, donc c'est peut-être normal qu'ils toussent parce que voilà. Donc les personnes aussi s'inquiètent pour leur propre santé et du coup, elles sont spontanées, volontaires dans la demande de soins. Après, nous, au début, on avait beaucoup du mal à gérer tout le flux parce que tout le monde veut passer à la fois, tout le monde veut qu'on voit son enfant, tout le monde veut aussi. Et on remarque aussi qu'ils ont beaucoup d'autres demandes de soins. Voilà, il y a beaucoup qui ont des maladies chroniques, il y a beaucoup qui ont des infections pulmonaires, autres que la tuberculose, il y a beaucoup qui ont des dermatoses cutanées, il y a beaucoup qui ont beaucoup d'autres problèmes de santé que malheureusement, nous, ici, on ne peut pas absorber. Habituellement au CPS, une consultation de primo pour tout checker, c'est 1 heure par personne. Donc là, aujourd'hui, on est sur une activité assez roche où il faut voir un maximum. Donc on est très concentré sur la tuberculose, mais il faut savoir que les gens sont très demandeurs de soins et il faudra peut-être qu'on réfléchisse aussi à comment on construit un parcours plus adapté à ce type de patients. Alors, est-ce que la situation dramatique de ces personnes, on l'a vu, on est sur le terrain, ces cas de tuberculose que vous avez détectés, quel risque il peut y avoir pour le reste de la population? C'est la question en ce moment même que doivent se poser nos auditeurs et nos internautes. Est-ce qu'il y a un risque avéré pour le reste de la population, notamment dans la transmission du virus qui donne la tuberculose? Alors moi, je vais rassurer la population guyanaise. Vous voyez, j'ai mon masque et même sans mon masque, je reçois des patients en consultation de tuberculose. On ne porte pas forcément de masque parce qu'on les reçoit souvent à une étape où ces personnes ne sont pas contagieuses. Il n'y a pas de risque zéro qui existe. Mais tant qu'on n'est pas en contact direct, rapproché, prolongé avec une personne, il y a très peu de risques d'attraper la tuberculose. Donc la population guyanaise n'a pas à s'inquiéter. C'est pour ça que quand on fait les enquêtes de dépistage, on s'intéresse toujours au premier cercle, les personnes qui sont autour de la personne qui a la tuberculose maladie, parce qu'il faut une exposition cumulée d'au moins 8 heures de temps pour potentiellement courir un risque d'avoir une tuberculose maladie. Donc, et on voit bien que quand il y a la notion de promiscuité, c'est ceux qui vivent ensemble dans plusieurs groupes de personnes dans un espace clos et qui sont pauvres, en précarité et qui ont des maladies chroniques. C'est tous ces facteurs-là qui vont entretenir la probabilité donc d'avoir une tuberculose maladie ou pas. Donc quelqu'un qui est chez lui, qui vit normalement, qui fait sa vie en aller-retour, qui n'est pas au contact de personnes ayant une tuberculose maladie, il n'y a pas de crainte à avoir. Et pour la plupart des personnes que nous voyons sur site, elles sont asymptomatiques. Juste là, on n'a pas encore confirmé de cas de tuberculose maladie depuis qu'on fait notre dépistage sur site, en dehors des 2 premiers cas qui sont hospitalisés. Donc à mon avis, il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de psychose à entretenir autour de la tuberculose. C'est assez compliqué, c'est pas simple, mais je voudrais rassurer tout le monde. Nous, on fait notre travail de dépistage et s'il y a des cas contacts qu'on identifie, on va chercher les cas contacts et puis on va les dépister. Ce n'est pas la première fois qu'on organise de grosses enquêtes. Dans le cadre des missions du Centre de lutte antituberculeux, on organise pas mal de dépistages tous les jours. Personne n'est informé, c'est notre activité quotidienne. On fait parfois des dépistages de tuberculose en milieu scolaire. Quand il y a un cas de tuberculose en milieu scolaire, on dépiste, c'est de grosses enquêtes. Mais ça fait pas du bruit, ça fait pas du tapage médiatique parce que il n'y a pas non plus de quoi s'alarmer, s'inquiéter, etc. Mais c'est juste que le risque zéro n'existe pas. Et tant qu'il faut aller chercher de potentiels cas quelque part, on se donne les moyens d'aller détecter les personnes assez tôt et de voir si quelque chose se passe ou pas. Voilà mon message. Est-ce qu'on est certain que ces cas avérés qui ont été identifiés, ces personnes ont été contaminées sur le sol guyanais? Non, on n'est pas certain.
D'ailleurs, je ne sais pas si je suis en droit de le dire, il y a un des cas où je pense très fortement qu'il n'est pas contaminé, il n'a pas été contaminé en Guyane. Il avait déjà une radio faite dans un autre pays qu'on a retrouvée dans son dossier et cette radio-là était assez parlante. Mais on peut se dire que la plupart des cas, potentiellement, c'est des personnes qui n'ont pas été contaminées en Guyane ou peut-être, après c'est toujours difficile de dire, ça dépend de quand est-ce que la personne elle est arrivée en Guyane, avec qui elle est en contact, etc. Ça sera ma dernière question par rapport à la tuberculose. Est-ce que c'est une maladie qui était jusque-là éradiquée chez nous en Guyane? On sait que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres parties du monde. Qu'en était-il en Guyane avant l'arrivée de ces migrants, avant qu'on parle autant dans les médias de la tuberculose? Alors, la Guyane, la tuberculose a toujours existé en Guyane. La Guyane fait partie des départements les plus endémiques de tuberculose en France. La Guyane, l'Île-de-France, Mayotte font partie des départements où on a beaucoup de cas incidents de tuberculose en Guyane. Donc ça, c'est déjà une situation habituelle. En moyenne, chaque année, on est sur à peu près de 60-70 cas de tuberculose maladie déclarés en Guyane. Donc ça, c'est une situation normale. Donc là, ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste qu'on est sur des personnes, on est sur une population assez particulière qui vit dans des conditions assez particulières. Et l'objectif du dépistage, c'est d'éviter qu'il y ait une contamination, une transmission de la maladie dans ce squat-là. Vu déjà les conditions de vie, si on doit leur ajouter une tuberculose maladie, ça va être assez compliqué à gérer. C'est pour ça qu'on est dans une démarche de précaution, de prévention, et c'est pour ça qu'on organise tout ça. Pour le bien individuel de ces personnes, mais aussi pour le bien collectif de nous tous, parce qu'on va repérer très tôt d'éventuels cas et on va les prendre en charge. Mais la Guyane reste une zone endémique de tuberculose maladie et c'est notre mission d'aller dépister, de faire les enquêtes autour des cas à chaque fois qu'il y a un nouveau cas qui est déclaré et signalé. Quel est l'âge de ces personnes? On a un peu de tout? Oui, un peu de tout. L'âge des personnes qui sont sur site? Oui, on a un peu de tout, hein. On a des enfants, des tout petits enfants, on a des adolescents, on a des adultes, on a des personnes âgées. On a un peu de tout sur le site. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui vous épaulent ici sur la place des Amandiers et qui viennent au fait aider, accompagner ces migrants peut-être dans d'autres domaines, pas forcément le domaine de la santé? Alors, je sais pas, pour ne pas en oublier, je sais qu'il y a l'association Humanity Fest qui, presque tous les midis, assure le repas de ces personnes en leur apportant le repas du midi. Je sais qu'il y a d'autres assos qui interviennent sur le site comme Médecins du Monde de temps en temps. Mais nous, dans le cadre de cette action, de ce dépistage, sur la partie médicale, on est seul. C'est que les salariés de la Croix-Rouge et les bénévoles de la Croix-Rouge qui nous accompagnent. Je peux dire. Vous avez eu l'occasion d'intervenir auprès d'autres migrants dans le monde, de travailler dans des environnements similaires ailleurs avant de venir en Guyane? Oui, totalement. Alors moi, je suis médecin santé publique de base et je suis très à fond sur toutes les thématiques comme la tuberculose, la vaccination, les IST, etc. Et avant de venir en Guyane, j'étais en Île-de-France, notamment à Melun. Et dans le 77, c'est un très gros département, géographiquement très grand. Et on a de très grosses vagues de primo-arrivants à Melun. Et j'étais très à fond sur ces sujets-là, effectivement. On avait des camps de Moldaves, on avait des camps de personnes d'origine d'Afrique subsaharienne qui squattaient et on organisait de grosses enquêtes de dépistage comme ça. Et personnellement, j'en ai déjà fait plusieurs fois. À la différence qu'à Melun, on avait le camion de radio qu'on déplaçait facilement et tu amenais le camion et puis tu fais la radio à tout le monde sur site et puis on gagnait en temps. Bon, ici, on a du mal à avoir un camion de radio. Voilà, on fait des plaidoyers. On espère que d'ici quelques années, on va peut-être avoir un camion de radio mobile en Guyane parce que
Dernièrement, on avait de grosses enquêtes à faire à Saint-Georges, on a des enquêtes à faire un peu partout, dans beaucoup d'autres quartiers, etc. Et c'est toujours difficile de déplacer les personnes vers les centres d'imagerie. Alors vous allez voir parler de Mindy, quand ils vont commencer par aller à la radio, c'est une grosse logistique de transport collectif qui amène les gens, les ramène, c'est pas évident. Donc après une radio mobile, il faut pouvoir l'entretenir, il faut trouver un manipulateur disponible, il y a toute une procédure de qualité. Et en Guyane, vous savez, les ressources humaines non qualifiées, c'est pas ce qu'il y a c'est pas ce qu'on en trouve assez facilement. Et donc, c'est aussi une des difficultés pour lesquelles on a des difficultés à mettre en place ce genre de projet. Mais on espère que ce type d'action nous aidera à mobiliser les ressources pour que prochainement, on ait suffisamment de moyens et qu'on soit prêt à faire pas mal de choses en peu de temps. Docteur, merci et bon courage et merci pour votre disponibilité. Merci. Je vous en prie. Merci, au revoir. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.